Bonjour et je suis contente de vous voir, même à distance. Ce serait beaucoup plus agréable en personne, mais ce n'est pas possible dans le moment. On vit des choses très intéressantes. Euh, mon nom c'est Eva D'Agostini, je suis psychologue scolaire et puis ça fait longtemps que je travaille dans les écoles. Je suis de Montréal originalement, mais j'ai passé 25 ans hors de Québec, au nord du Saskatchewan et aussi au Yukon. J'ai travaillé avec des communautés autochtones. Alors j'ai un peu de compréhension qu'est-ce que vous vivez dans vos communautés. Um, ça fait quelques années que je travaille avec Valérie aussi, avec le FNEC. Et puis, non, je m'excuse. Um, CEPN. Mais c'est ça que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous d'informations que j'ai. J'utilise une approche qui est basée sur le développement et basée sur l'attachement. C'est une approche que j'espère pourrait vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous, chez votre personnel, chez les enfants, chez vous. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes dans une situation complètement imprévue. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Moi, j'ai 70 ans et j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Alors, il y a des choses qui se passent en nous. Puis, c'est ça que j'aimerais partager avec vous parce que la demande que j'ai eue de la part d'Annie et de Valérie, c'est de comment on peut se porter à nos directions de l'école pour les aider à aider leur personnel. Et j'espère que l'information que je vais partager avec vous va vous aider à mieux comprendre, premièrement, qu'est-ce qui se passe en nous, les êtres humains, et pourquoi on va voir certains comportements un peu comme étonnants. Et j'espère que avec ça, vous allez peut-être comprendre. Je vais vous donner quelques suggestions, des idées pour communiquer, pour interagir avec votre personnel. Alors, j'espère que ça va vous aider. Alors, je vais partager. Oh, Val, peut-être tu pourrais dire aux gens pour des questions, des commentaires. Oui, en fait, j'ai déjà écrit là, dans le chat à tous les gens que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais lire les questions. De toute manière, on a prévu une période de questions, de commentaires à la fin. Puis, moi, je vais garder un peu l'œil sur les questions puis pouvoir permettre là, de les partager avec Eva. Puis aussi, on a oublié de dire que si jamais il y avait des questions qui étaient un peu plus individuelles, que certains ne voulaient pas partager en grand groupe, il y aura façon de le faire là, avec Eva. Puis il suffit seulement de me le mentionner. Puis avec Annie puis Eva, on va regarder comment on pourrait répondre à vos questionnements. Merci. Attends un moment, je vais juste essayer de m'organiser ici. Bon, c'est ça. Alors, les sujets, on m'a demandé de vous parler de reconnaître les signes d'alarme chez le personnel scolaire, organisation et désorganisation en télétravail, horaire 8 à 4 versus horaire atypique, souvent avec des enfants à la maison, comment rassurer son personnel et importance de ventiler comme direction et parler en toute confiance. Alors, je vais aborder les sujets et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre. Nous sommes dans une période de séparation. Et pourquoi on parle de séparation? J'utilise le travail de Dr. Gordon Neufeld qui a vraiment regardé toute la complexité des êtres humains. Et une chose qui est vraiment claire, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour l'attachement. Et quand on se trouve face à la séparation, ça va nous affecter énormément. Pourquoi on dit face à la séparation? Naturellement, on est face à la séparation parce qu'on a peur. On a peur de la maladie, on a peur de perdre nos bien-aimés. Alors, il y a une vraie séparation qui nous menace maintenant dans nos communautés.
Mais nous vivons aussi une séparation de notre vie prévue, de notre façon de faire des choses. On est complètement, notre horaire est complètement dérangé. Alors, ça va nous affecter aussi parce que on est attaché à ça aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à la séparation? Et puis, je veux dire aussi, l'important, c'est pas seulement la séparation, mais c'est l'anticipation face à la séparation qui va euh, euh, évoquer certaines émotions. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dr. Neufeld, dans le travail qu'il a fait, il a remarqué qu'il y en a trois grandes émotions primaires qu'on va vivre. Et ça peut nous aider parce qu'on sait que comme être humain, on a plein d'émotions qui vivent en nous, mais les trois grandes émotions qu'on va vivre, qu'on va expérimenter, c'est la poursuite, OK, où on veut vraiment, on est porté à réétablir la relation. Et pour moi, oui, c'est normal, j'ai des connexions avec mes enfants, etc. Mais je suis portée maintenant à appeler aux gens que ça fait longtemps que j'ai pas appelé. Parce que quand on est face à la séparation, notre, euh, notre instinct, c'est de recréer nos liens d'attachement. Alors ça, c'est une bonne chose, mais ça prend aussi de l'énergie. Et puis, le message que je veux vous partager avec vous, c'est que il y a plein de choses qui vont travailler sur notre niveau d'énergie à cause de ce qui se passe dans notre vie. Deuxième émotion qu'on va vivre, et ça, je pense que vous êtes vraiment conscient de ça, c'est l'alarme. Et avec l'alarme, pour la plupart, on est porté à la prudence pour éviter la séparation. Mais qu'est-ce qui nous dérange, c'est que on essaie de faire tout ce qu'il faut faire pour se protéger, mais il y a des choses qui changent chaque jour. Alors, l'état d'alarme, c'est énorme parce qu'on ne sait même pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, s'assurer qu'on ne tombe pas malade. Et la troisième émotion qui se présente face à la séparation, c'est la frustration. La frustration nous amène à essayer d'effectuer changement pour régler la séparation. Mais si on ne peut pas régler la séparation, la frustration nous amène vers une attaque. Et qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre que les trois grandes émotions, ils sont là et ils sont intenses, ils sont généralement vécus une à la fois et l'un peut dépasser l'autre. Je vous parle de ça parce que vous allez peut-être vivre la situation où vous allez avoir les gens de votre personnel, vos enfants, dans vos propres relations, une frustration qui va être exprimée envers vous que vous n'avez pas mérité. Et je te donne l'exemple que j'ai vécu hier avec mon mari. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il est un homme vraiment gentil, mais on est allé faire le magasinage hier. Moi, je le faisais pour une voisine et puis lui, il faisait pour nous. Et puis, pendant tout le temps que j'étais dans le magasin, j'étais dans un état d'alarme. Je faisais tout pour m'assurer que je me reste en sécurité, etc., etc. Et puis, j'étais pas du tout consciente du fait que j'étais aussi assez frustrée parce que ça a pris longtemps, il y avait plein de changements, etc. On est rentré à la maison, l'alarme est diminuée, et mon pauvre mari m'a demandé à faire quelque chose ou à me parler de quelque chose. Et puis j'ai dit oui, c'est intéressant. Il a continué à me parler et puis j'ai complètement explosé. Pauvre lui. Il n'a pas mérité ça, mais c'était envers lui que la frustration j'ai laissé sortir la frustration, c'était envers lui. Alors, c'est très important de comprendre que les trois travaillent et ça se peut que certaines entre vos personnels vont exprimer la frustration envers vous, mais c'est pas parce qu'ils ne vivent pas l'alarme, mais il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Et malheureusement, les trois grandes émotions ici, ça peut causer des problèmes de comportement et des symptômes problématiques. D'où vient tout ça? Comment ça se passe dans notre cerveau? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup la neuroscience. Nous avons notre cortex
notre cortex et notre cortex préfrontal, ça c'est la partie du cerveau où on a nos pensées, notre raisonnement, notre capacité de gérer nos émotions. Tout ça, ça existe en nous et on est fiers de ça. Et pour la plupart, on est capable de gérer notre vie. Mais nous avons toute une partie de notre cerveau, le système limbique ou le système d'alarme ou le système émotionnel qui est là pour assurer notre survie. Alors, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que maintenant, nos cerveaux sont vraiment, vraiment, vraiment préoccupés par la survie. Et c'est comme une énergie, on a un système d'énergie, mais on n'a pas d'énergie. Il faut gérer notre énergie. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que notre système limbique, notre cerveau émotionnel est en grand travail. Alors, ça peut expliquer pourquoi vous, et puis moi, ça fait longtemps que je travaille dans les écoles et j'apprécie beaucoup, beaucoup les directions de l'école. Vous êtes capable de faire énormément de choses en même temps. Vous pouvez régler quelque chose avec un enfant, parler avec un parent, résoudre des problèmes avec des enseignants, vous êtes sur la plancher, vous travaillez fort, 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 vous faites énormément de choses et vous êtes capable de le faire. J'en suis certaine qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé, mais tout de même, vous êtes capable de gérer plein, plein, plein de choses. Maintenant, tout ça est arrêté, vous êtes à la maison, il n'y a pas 120 personnes qui viennent vous voir. Pourquoi? Pourquoi peut-être vous trouvez que vous êtes moins capable de faire autant? Mais c'est exactement ça parce que le système émotionnel est en grand travail parce que nous sommes dans un état de survie, dans un état d'alarme. Alors, quand cette partie du cerveau fait le travail, le restant du cerveau n'a pas autant d'énergie pour s'en occuper des choses importantes. Les parties du cerveau qui sont vraiment activées, c'est l'amygdale, c'est le centre de survie qui fait l'évaluation de la situation et donne la commande d'agir. C'est un peu comme un détecteur de fumée. Et pour moi, qu'est-ce que nous avons maintenant dans nos vies? C'est nous avons un détecteur de fumée qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui n'arrête pas de sonner. Si vous avez déjà eu une expérience comme ça, ou peut-être que vous avez quelque chose qui sonne et ça n'arrête pas, peut-être une voiture qui sonne sur la rue, et c'est toujours là, ça peut nous déranger. Et c'est ça qui se passe parce que notre amygdale essaye de s'assurer que nous, on reste en vie. Ça communique avec l'hypothalamus et l'hypothalamus fait la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Et je vais vous parler de ça dans un petit moment. Et c'est aligné aussi et ça travaille encore avec l'hippocampe et l'hippocampe est lié avec mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est que l'hippocampe est la première rôle de l'hippocampe, c'est de s'en souvenir de qu'est-ce qui va nous garder en vie, qu'est-ce qui va assurer notre survie. Alors, c'est pour ça que peut-être vous vous trouvez aussi que vous avez des problèmes de mémoire. Mais ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de mémoire, c'est parce que l'hippocampe est pris par l'important et l'important, c'est la survie. Alors, c'est pour ça que des fois, vous devez avoir plus des choses. Même avec Valérie, j'ai écrit à Valérie, « Hey, dis-moi qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je peux le trouver parce que mon hippocampe n'est pas si efficace qu'avant. » Alors, qu'est-ce qui se passe quand le système sympathique est activé? Qu'est-ce que nous avons dans notre système? C'est le cortisol, l'adrénaline, noradrénaline, hormone de croissance. Le noradrénaline est là responsable de la concentration. Mais la concentration sur quoi? Pas nécessairement sur notre travail, mais sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit M. Arruda au sujet de comment on peut se protéger. Alors, notre attention est toujours prise par celui qui est le plus important. Nous avons l'adrénaline, le rythme cardiaque qui est accéléré, le cortisol. Alors, on est activé dans notre corps parce que notre système essaye de nous préparer pour se sauver. On expérience aussi le rythme cardiaque. Nos muscles sont peut-être un peu plus serrés, des problèmes de pression de sang et la suspension de repos et la digestion, si c'est extrême.
Si ce n'est pas si extrême, malheureusement, le système de digestion nous demande à manger plus parce qu'on veut avoir plus le glucose pour nous sauver. Alors, si vous trouvez que vous mangez plus maintenant, c'est exactement ça parce que notre système se prépare pour la survie. Et c'est très important de comprendre, c'est exactement ça qui se passe chez votre personnel. Et ce sont des gens qui sont habitués à gérer une classe de 30 élèves, après ça, faire la surveillance pour la récréation, envoyer une liste, fais ci, fais ça. Ils sont capables de faire tellement de choses pendant une grande journée. Ils travaillent de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi. Oui, ils sont épuisés à la fin, mais ils ont plein d'énergie. Et maintenant, ils se trouvent à la maison. Et nous, on essaie de leur demander de faire peut-être 1 heure ou 2 heures de travail avec les enfants dans leur classe. Et vous allez trouver qu'il y en a certaines qui ne seront pas capables du tout de faire ça. Et c'est exactement pour cette raison. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont à la maison leurs propres enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils ne me dérangent pas quand je suis supposée de faire quelque chose avec mes propres élèves, etc. Alors, c'est ça exactement, c'est que dans notre système d'alarme, on a la chimie, il y a un mot la chimie et la physiologie, les émotions, les impulsions. Et ça, ça fait partie de notre système limbique, notre système émotionnel, qui n'est pas nécessairement conscient, mais même si on n'est pas conscient, et puis on va parler un peu des gens qui ne sont pas capables de vivre de toutes leurs émotions, mais tout de même, il y en a des adultes qui vont dire « Non, non, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas », mais le chimie, ça travaille encore. Le système d'alarme est activé tout de même, même si on n'est pas capable de parler. Les sentiments, ça c'est notre capacité de nommer qu'est-ce qui se passe en nous au niveau des émotions. Et nous avons aussi la perception, la capacité de voir qu'est-ce qui va nous faire mal, qu'est-ce qui va ne pas faire mal. Qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, et c'est complètement normal, il ne faut pas oublier que nos cerveaux sont là pour nous aider à fonctionner. Alors, ça se peut qu'à certains moments, les gens ne sont pas capables de parler du COVID-19 qui nous menace, mais tout de même, cette alarme va être là et ça va se manifester en anxiété. Disons, si on parle d'un enfant, si un enfant nous dit « Maman, j'ai peur du COVID-19, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur que toi, tu vas tomber malade », ça, c'est l'alarme. Et l'alarme, c'est exactement ça qu'on veut. On est capable de parler ce qui nous menace. Mais c'est trop pour nous, c'est trop, on ne veut pas penser de ça. Alors, on a l'impression qu'on est agité, mais c'est parce que, et puis on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Et votre personnel va avoir plein d'anxiété sur est-ce que je donne le bon travail? Est-ce que je donne assez de travail? Est-ce que je vais, etc. Alors, l'anxiété s'est manifestée, mais la vraie anxiété, la vraie alarme, ça vient du COVID-19. Mais il y en a des gens qui ne manifestent pas, qui ne démontrent pas l'anxiété, parce que pour eux, même ça, c'est trop pour eux. Parce qu'une émotion d'anxiété, ça nous rend un peu vulnérables. Et il y en a des gens qui ne sont pas capables de vivre cette vulnérabilité. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont démontrer une agitation parce que le cortisol, etc. Alors, ils vont être agités. Et qu'est-ce qui va leur affecter? C'est des problèmes d'attention. Parce que l'attention est prise par ce qui se passe au monde et ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de capacité de concentrer. Moi, j'ai trouvé ça, je suis en train d'organiser plusieurs cours en ligne, puis j'ai une madame qui m'écrit 10 fois. J'envoie un courriel à tout le monde, j'en ai 30 personnes au cours. Je suis très organisée, j'essaie de donner des informations assez précises, assez organisées. Elle m'écrit « Non, tu ne m'as pas dit quoi faire. » OK, je prends le même message, je mets en bold, je m'excuse
en foncé le parti, puis j'envoie à elle. Elle dit, oh oui, mais c'est bon, mais tu m'as pas dit quoi faire. OK, je le prends encore une fois, je mets la prochaine phrase en foncé et l'envoie à elle. C'est comme, elle peut juste penser à une chose à la fois. Elle ne peut pas même digérer un email de 3 ou 4 paragraphes. C'est trop pour elle. Et je pense que peut-être vous allez trouver aussi quelques-uns entre votre personnel que vous avez déjà envoyé des emails, des informations, etc. Ils vont dire, j'ai jamais reçu ça. Non, ils l'ont reçu, mais ils n'étaient pas capables de concentrer là-dessus. Et encore une fois, c'est complètement normal dans les circonstances. C'est juste une façon dont notre cerveau essaie de nous protéger de quelque chose qui est énorme. Et il y a un autre groupe de personnes qui vont même pas vivre tout ça consciemment, mais ils vont être engourdis. Ils vont donner l'impression que rien ne leur affecte, c'est correct, mais ils vont être affectés aussi. C'est comme, ils sont un peu figés. Figés, j'espère que c'est le bon mot. Alors, pourquoi on n'est pas capable? Parce que notre cerveau est fait pour nous protéger. On ne peut pas toujours penser à qu'est-ce qui se passe. Il faut que notre cerveau nous protège parce qu'il y en a des choses qui vont nous rendre trop vulnérables ou qui pourront nous blesser. Alors, pendant la journée, ça se peut que pendant quelques heures, vous ne pensez pas à vos parents, à vos frères et sœurs, aux autres gens dans votre vie. Alors, vous êtes capable de juste mettre ça à côté et ça fait partie de notre cerveau, mais il ne faut pas oublier que les émotions sont encore là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on ne peut pas parler de qu'est-ce qui nous menace, il y a une chose qui va arrêter, c'est que l'enfant n'est pas en alarme parce qu'il a des monstres sous le lit, mais il y en a des monstres sous le lit parce qu'il est dans un état d'alarme. Et c'est exactement ça que c'est peut-être votre personnel va parler je me souviens, je m'excuse, je parle des commissions scolaires anglophones, mais ils vont dire le gouvernement, le ministère de l'Éducation, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors, ils essayent de parler de quelque chose qui va leur menacer quand la vraie menace, c'est le COVID-19. Quand l'enfant, quand on est dans un état d'anxiété, on sait qu'il y en a cette impression qu'il y a quelque chose un malheur qui va se produire, une nervosité, des rêves, des cauchemars. Et ça, c'est une autre chose. Il ne faut pas oublier que votre personnel, ils vont avoir plus de difficultés à dormir. Leurs propres enfants à la maison, ils ne vont pas dormir si bien. Alors, ça va aussi affecter la capacité de fonctionner. Ils vont avoir, comme j'ai dit, cette motricité, des périodes de panique inexpliquée, agitation, etc. Juste une autre petite chose que je veux peut-être juste partager avec vous, c'est que quand on est dans un état d'alarme, on est amené vers la prudence. Et la prudence est excellente, mais qu'est-ce que vous allez peut-être voir chez votre personnel qui vont peut-être essayer de devenir trop prudent, trop consciencieux, trop inquiète. Est-ce que je donne le bon travail aux enfants? Comment est-ce que je peux choisir le travail que je dois faire? Oh non, non, j'ai tellement peur que je ne vais pas donner le bon travail. Alors, il y a plein de choses que avant, ils étaient capables de gérer tout ça, ils faisaient des choix, ils ont choisi des choses, mais maintenant, à cause de l'alarme, ils vont essayer de gérer cette alarme en essayant de faire la meilleure choix, mais il n'y a pas de meilleur choix ici. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et honnêtement, on va voir que peut-être il y a des choses qui vont aider nos enfants, mais notre personnel est habitué à faire qu'est-ce qu'il faut faire et ils ne sont pas capables. Ça se peut aussi qu'il y en a quelques-uns entre eux qui vont avoir des obsessions irrationnelles et des comportements compulsifs parce que l'alarme essaye de faire une façon de gérer tout ça. Je ne sais pas si vous trouvez ça peut-être chez vous, que vous avez le désir de tout organiser à la maison. Et tout organiser, c'est parce que au moins je vais mettre un peu de l'ordre dans une vie qui n'a pas beaucoup d'ordre. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui vient avec un état d'alarme, un système d'alarme qui est surchargé.
Qu'est-ce qui est important ici et un peu difficile dans le moment parce que notre cerveau est tellement dans un mode de protection, c'est que la vraie chose qui pourrait nous aider, c'est le processus d'adaptation. Ça, c'est un processus émotionnel par lequel nous sommes transformés par ce que nous ne pouvons pas changer. Et ça, c'est un chemin de larmes. Et qu'est-ce qui est difficile ici, c'est que nous, les êtres humains, dans cette situation, pour s'adapter à un monde qui a complètement changé, on doit au moins pleurer 2-3 fois par jour pour s'adapter. Et on est capable de s'adapter. Moi, j'ai des parents, mes parents qui sont maintenant décédés, mais mes parents ont vécu la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Leur vie était complètement bouleversée. Ma mère venait d'une famille très riche avec plein de personnes. Elle n'a jamais cuisiné, elle n'a jamais fait tellement de choses parce qu'elle avait tout un entourage pour le supporter. D'arriver ici au Canada avec 10 sous dans ses poches, mon père aussi, mais ils étaient capables de s'adapter. Mais j'en suis certaine qu'ils ont vécu, ils ont vécu parce qu'ils étaient supportés, ils ont vécu beaucoup de larmes, parce que les larmes nous amènent à l'adaptation. C'est pas facile, comme je dis, dans le moment de vivre nos larmes, mais j'aimerais vous avertir que si soit vos enfants, votre personnel, s'ils tombent en larmes, c'est pas un signe négatif de détresse. C'est un signe de détresse parce qu'on est dans une situation de détresse, mais c'est un signe que le cerveau est en train de s'adapter. Et c'est tellement important, les larmes sont vraiment, vraiment importants. Mais je vais vous parler dans un petit moment comment on peut nous s'aider aussi à trouver nos larmes. Juste pour finir, j'aimerais juste donner quelques idées pour vous aider avec votre personnel. Premièrement, communiquez souvent. Nous avons des très bons exemples ici au Canada avec M. Legault et M. Trudeau. Chaque jour, à un temps précis, et puis M. Trudeau avait des problèmes au début parce qu'il y a quelqu'un qui est souvent en retard, mais il a remarqué que dans cette situation, à 11h15, il est toujours là. M. Legault, beaucoup moins de problèmes avec la ponctualité, il est toujours là à 13h l'après-midi. Ils vont nous communiquer pour nous dire le moindre de choses qu'ils sont capables de partager avec nous. Très, très, très important. Pour vous autres, peut-être 2-3 fois par semaine, des Zooms pour être avec votre personnel, pas trop longtemps. N'oublie pas qu'ils n'ont pas une capacité de concentrer pour longtemps. Alors, l'important, c'est de contacts, pas trop lents, pas trop compliqués, mais souvent. Si vous envoyez des emails, faites comme moi, je l'ai fait avec cette madame, deux idées à la fois, celui qui est le plus important en foncé, c'est tout. Pas trop, mais pas trop souvent pour vous comprenez ce que ça veut dire, mais régulièrement. Deuxième chose, reconnaître l'émotion et les deux grandes émotions que vous pouvez reconnaître chez votre personnel, c'est soit l'alarme, oui, ça te rend anxieux, oui, c'est épeurant, ah oui, on ne sait pas quoi faire, oui, je comprends. Et l'autre, c'est frustration, ça ne fonctionne pas comme tu veux, c'est pas comme ça que tu es habitué à fonctionner. Ce sont les deux grandes émotions. À part de ça, il y a mais ce sont les importants. Qu'est-ce qui est important ici? Vous êtes habitué à résoudre des problèmes. Quelqu'un vient dans votre bureau, dit « Hey, c'est telle chose qui ne fonctionne pas pour moi. » Vous écoutez pour un petit moment et ton cerveau est encore « Et tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. » À ce moment ici, il faut reconnaître que le symptôme, c'est ça qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je reçois trop d'emails, je reçois pas assez d'emails, blablabla. Ça, c'est pas le vrai problème. Alors, si on essaie de résoudre le petit problème qui vient de nous partager, on ne peut pas absolument résoudre. Et puis, vous en avez des enseignants qui disent oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Pas facile pour vous autres parce que vous êtes habitués à résoudre des problèmes. C'est vraiment juste rester avec l'émotion. Oui, c'est frustrant.
Ah, ça ne fonctionne pas. Oui, mais là, blablabla. Ah, c'est vraiment frustrant. Mais il faut faire ci, il faut faire ça. Oh, c'est tellement frustrant. Je sais que c'est pas facile pour vous autres, mais vous allez, ça va reconforter la personne. Ah, il comprend qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Si quelqu'un commence à pleurer et vous êtes les gens où ils ont confiance en vous et souvent, ils ne peuvent pas pleurer devant à la famille, dans la maison, mais peut-être avec vous sur sur un Zoom, les larmes vont commencer à tomber parce que vous êtes le lien d'attachement sécurisant pour eux autres. Et pas peur. Oui, c'est pas facile. Un peu de silence, reste avec les larmes. Continuez à rassurer. Je sais que c'est très difficile de rassurer les gens quand nous ne sommes pas rassurés. Mais juste comme M. Legault et M. Trudeau font, c'est comme comme des êtres humains, on a besoin de croire qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Et c'est le rôle que nous devons, c'est comme un rôle, on appelle ça alpha, c'est un rôle alpha. C'est qu'on donne, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, on n'est pas capable de avoir une solution de ça, mais qu'est-ce que les gens, ils ont besoin de savoir? Il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a quelqu'un qui est un peu au courant de ce qui se passe et notre rôle, c'est de les assurer. Et tout de même que dans notre tête, on n'est pas, comprenez ce que je veux dire, c'est donner l'impression. Et c'est tellement important parce que avec ça, le cerveau, et c'est ça notre système limbique, c'est pas notre système rationnel. Parce que moi, je sais que M. Legault peut absolument rien faire pour tout arranger ça. Ben, il peut faire des choses, mais vraiment pas. Mais juste le fait qu'il nous dit avec sa voix rassurante que oui, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça, mon cerveau est capable de dire, OK, il y a quelqu'un qui s'en occupe de nous, moi, je vais m'en occuper de quelqu'un d'autre. Il faut aussi accepter les limitations. On ne peut pas travailler 8 heures par jour. On ne peut pas fonctionner comme on a fonctionné avant. On doit accepter qu'il y a certaines entre vos personnels qui ne seront même pas capables de faire le moindre de travail à cause de tout ce qui se passe avec eux. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on ne sait jamais s'ils ont un parent ou quelque chose, quelqu'un qui est malade, etc. Alors, il faut vraiment ayer confiance qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire, mais les limitations, comme j'ai dit, on pense que ça va faire 3-4 mois que les enfants ne seront pas éduqués. Mais éduquer, c'est quoi exactement? Éduquer à l'école, c'est quelque chose, mais il y a plein d'autres façons pour développer le cerveau de l'enfant. Et c'est ça dont je vais parler demain après-midi, l'importance du jeu. Et c'est tellement intéressant parce que une grande partie de nos jeunes auront plus de temps pour jouer, plus de temps pour se reposer. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose le mois de septembre s'ils arrivent. Il y en a certaines, malheureusement, où c'est pas reposant de rester chez eux, mais il y en a d'autres qui oui. Alors, il faut accepter la limitation. On offre de l'aide comme vous pouvez, mais vous ne pouvez pas tout régler. Il faut, très important, de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez parler pour ventiler, pour parler de vos émotions, de parler de vos frustrations, de parler de votre alarme. Très, très important. Et si possible aussi, trouver vos propres larmes. C'est pas facile de se mettre dans une chambre et dire, OK, maintenant, je vais pleurer. On ne fait pas comme ça, mais j'encourage, et dans vos familles, je vous encourage, regardez en famille des films, des Disney, des choses où vous allez, et puis ça va être vraiment intéressant parce que il y a quelque chose qui se passe dans le film et à un certain moment, vous allez ressentir vos larmes. OK. Excellent, c'est exactement ça. Et c'est très important aussi pour vos enfants à la maison de pleurer beaucoup parce que c'est avec les larmes qu'on s'adapte à un monde vraiment intéressant, différent. Bon, alors j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps et peut-être j'espère que je vous ai aidé un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous. Je voudrais juste ajouter, en fait, quand Eva aussi, elle parle des larmes, il y a aussi il y a ressentir cette tristesse. Donc,
c'est aussi là, le parallèle qu'elle fait bien là, d'une part. L'alvéole ou la tristesse, la grande C'est ça, tristesse. juste de le ressentir en fait, puis se donner ce moment. Il y a quelque chose de bien intéressant, Eva, aussi ce que tu as ramené quand on a un peu les trois émotions et les signes d'alarme chez les gens. Donc, tu as bien parlé. Donc, on peut le ressentir, hein, où ce que tu disais qu'il y a des gens qui vont demander plusieurs fois la même chose. Les consignes, ça ne semble pas clair. Donc, il y a ces signes-là qu'on peut reconnaître que les gens sont alarmés, en fait. Puis, le meilleur rôle. Puis moi, ben, je parle un peu parce qu'il y a Annie qui est là aussi, mais tu sais, c'est ce qu'elle fait bien aussi dans son rôle de gestionnaire quand elle nous parle. Ben oui, je suis là, vous pouvez communiquer avec moi, puis on a nos petits pops, mais fait que des fois, ben c'est ça, c'est un peu l'anxiété qui monte, là, mais c'est les signes d'alarme là, à reconnaître, puis probablement que vous êtes en mesure de les reconnaître là, chez les gens avec qui vous travaillez ou votre personnel enseignant. Si vous avez des questions, là, la parole est à vous. Des commentaires pour qu'on puisse, pour que tout puisse être amélioré. C'est vraiment un temps pour répondre là, à des besoins ou des questionnements. Alors, la parole est à vous. Pour débuter, peut-être il y a quelqu'un qui pourrait juste partager quelque chose qui a vous impressionné des plein de choses que j'ai dit, mais peut-être quelque chose qui est resté avec vous, qui pourrait peut-être vous aider dans vos interactions avec votre personnel. Bon, merci, Yarek. Je vais y aller, je vais casser la glace. Dans ce que vous avez dit, Eva, je regardais parce que moi aussi, ici à la maison, j'ai ma jeune fille de 8 ans. Puis là, je me suis rendu compte qu'elle a fait le grand ménage de la maison. Donc, il y a probablement là un signe là, auquel je n'avais pas pensé. C'est quand même une jeune fille qui est bien organisée. Donc là, j'entends qu'elle n'a pas ses amis autour d'elle, donc elle essaie de s'occuper. Alors, je vous le dis, elle a viré ma chambre à l'envers. Là. Ma chambre a été redécorée au grand complet là, dans un avant-midi. Donc, j'imagine qu'elle essaye de s'occuper un peu l'esprit puis de se changer un peu le mal de place. Là. Exactement. Elle ne peut pas changer qu'est-ce qui se passe hors d'elle, mais dans la maison, son cerveau dit, si je mets ordre ici, la vie va retourner en ordre. Et ça, oui, c'est parfait. Eva, dans l'autre session aussi, on avait des gens là, qui nous ont parlé justement du sentiment de se sentir coupable quand ils ont leurs enfants à la maison versus le télétravail. Si tu peux un peu élaborer sur ce sujet, il y en a qui avaient cette préoccupation-là de dire, mais je suis à la maison, j'ai mon enfant, je peux pas être avec, je dois travailler, ce sentiment de culpabilité-là que certains ont mentionné, qu'ils pouvaient ressentir aussi. Donc, le personnel aussi peut ressentir en fait, toute personne ayant un enfant à la maison en télétravail peut ressentir aussi un peu cette culpabilité-là, si tu peux nous en parler. Oui, et c'est normal parce que, premièrement, on doit travailler et puis deuxièmement, l'enfant est là et on doit se prendre soin de lui aussi.
C'est pas facile de tout gérer ça, mais aussi c'est important de reconnaître les besoins de ton enfant aussi, et puis de prendre des petits moments de connexion. Moi, je dirais, pour chaque heure que vous travaillez, vous devez au moins prendre une 5 minutes juste pour lui prendre, si c'est un petit enfant, prendre sur les jambes, un petit câlin, un petit quelque chose, juste pour lui rassurer que on est là, mais c'est exactement, c'est pas facile parce que tout de même que les enfants sont contents qu'on est à la maison, mais ils ont besoin de notre regard aussi. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez tantôt par rapport aux larmes. Mm. Tout ça, tout a chamboulé le 11, le 12 mars. Moi, j'étais à l'extérieur. Ma blonde est ici à la maison avec les enfants. Fait que là, le 11, ça commence à chambouler, là, les annonces, tout ça. Le lendemain, on se fait dire, ils se sont fait dire, bon, venez pas, rentrez pas au travail, etc. Puis elle, la réaction qu'elle a eue, c'est pas nécessairement de la panique, mais comme elle dit, j'ai braillé, là, j'ai braillé, j'ai braillé. Puis, tu sais, les enfants étaient là, puis là, ils se posaient la question, comment ça, tu sais, comment ça autant, puis, tu sais, ils ne savaient pas trop comment réagir. Alors que moi, en revenant, j'ai dit, il me semble, c'est pas la... Tu sais, je voyais pas ça de la même manière, dans le sens où je me dis tout le temps, il faut être fort devant les enfants, il ne faut pas leur démontrer cette, entre guillemets, faiblesse-là. Il faut garder le fort pour pas les faire paniquer à leur tour. Là, je ne sais pas comment me situer là-dedans. Mais tous les deux, vous avez raison. Alors, ta conjointe, parce que pour elle, tout ce changement, vraiment, juste comme ça, c'est que ça pour elle, elle est tombée tout de suite en larmes parce qu'elle peut absolument rien changer. Et ça pourrait peut-être l'aider à s'adapter et pour aller mieux. Mais il faut faire attention, comme vous dites, de ne pas donner l'impression à nos enfants qu'on n'est pas capable du tout de se comporter avec ça. Mais c'est pas nécessairement important d'avoir des gros larmes, mais juste démontrer la tristesse. La vie est différente. Oh, c'est pas facile, ça. Mais avec, on va avoir la session après le jeu, c'est l'attachement dans une situation de l'adaptation. Comment on peut garder notre rôle d'alpha, notre rôle de leader, mais avec une souplesse aussi. Parce que si on pleure jamais, si on ne démontre pas de doute de tristesse, le message que nos enfants vont recevoir, c'est que parce que les autres, ils vont vivre la tristesse, ils vont vivre des sentiments vulnérables, c'est que non, parce que non, c'est interdit, tu dois être, et on ne peut pas toujours rester fort tout le temps. Mais cette différence entre être complètement déchiré, mais ça, c'est pas devant les enfants, mais devant les enfants, démontrer un peu de la tristesse. Il me manque, je peux pas voir grand-maman, ça fait de la peine. Démontrer l'expérience de la peine, très important. Et pour les garçons, très important que leur père leur démontre ça aussi, parce que souvent, les garçons ont l'impression que c'est pas permis, et on doit donner la permission de vivre la peine. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais... Tout à fait, oui. Moi, je vais continuer un petit peu dans le même sens. Ça fait, quand on parle de la peine, les hommes sont souvent renfermés en eux. C'est rare qu'ils se dévoilent. Puis je pense que c'est un gros problème dans notre société. Les femmes vont se dévoiler plus facilement, mais les hommes, pour les hommes, c'est vraiment terrible de garder ça à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment peut-être plus difficile à aller les chercher, les faire parler. Je pense qu'il faut peut-être déceler les signes de douleur parce qu'ils ne parlent pas, c'est ça. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts pour de déceler leurs problèmes. Oui, c'est vrai. Et puis, mais c'est pour ça que Dr. Neufeld, parce qu'il est homme et puis comprend un peu mieux l'expérience d'un homme, il dit c'est pas nécessairement d'avoir les larmes, mais de se permettre de vivre une grande tristesse. Et ça, on peut faire tout seul, mais se laisser ce moment. Mais de plus en plus, les hommes, certains hommes, et puis moi, je pense à Roméo Dallaire,
qui est vraiment un soldat extraordinaire et qui parle maintenant de l'importance de vivre la peine comme homme. Alors, de petit à petit, on se donne la permission à vivre ça, mais c'est pas nécessairement facile. Et au moins, si vous ne pouvez, si comme homme, c'est pas possible pour vous de permettre les autres à vous voir, à vous voyer en larmes, mais heureusement, on a nos tablettes, prends vos tablettes, regardez, je ne sais pas quoi, pour moi en anglais, c'est This Is Us. Il y a quelque chose où je tombe toujours en larmes, mais c'est important parce que sinon, le cortisol, l'adrénaline, parce que les larmes, c'est une façon d'évacuer le cortisol, l'adrénaline, de régler le système. Alors, c'est important de trouver des moments de tristesse, mais si on doit le faire en privé, fais-le en privé, c'est correct, mais sinon, on tombe malade. Et ça, c'est le message qu'il faut donner à votre personnel, de trouver des moyens de vivre cette grande tristesse. J'aurais le goût d'ajouter aussi, hier, Eva, elle a donné une formation sur l'importance du jeu, puis l'importance que ça a aussi sur le développement, mais qui va être offerte demain en français. Et si vous pouvez encourager aussi cette partie-là, en fait, que les gens puissent, tu sais, comment dans un moment, puis au CEPN, présentement, on a mis, tu sais, on a Sarah Cléry qui danse, on a plein de trucs qui nous permettent un peu de se divertir. Puis, même moi, je me suis prise à faire un peu un training, puis toute seule dans mon salon. Finalement, c'est un moment que, je pense pas à rien, je pense pas à voir comment je peux faire fonctionner les choses. Puis, au final, ça fait beaucoup de bien, mais si on vous permettez, puis dans vos communautés aussi, vous avez des belles choses, j'en ai vu passer. On en voit là, au Lac-Simon des gens qui vont jouer du tambour. Il y a eu plein de gens qui dansent tout proche sur le balcon. Il y en a certaines choses qui se passent aussi. Peut-être Picogam, je n'ai pas le overview sur toutes les communautés, mais des encourager, justement, il y en a qui ont leurs instruments, leurs tambours, qui ont certaines choses, bien, à votre personnel, je ne sais pas, des encourager à reconnecter avec leurs objets, puis avec des choses qui peuvent leur faire du bien parce que c'est ce qui amène aussi un bien-être au niveau de la santé mentale, puis Parce que quand on parle de jeu, on ne parle pas seulement des Legos et des poupées. On parle vraiment de toutes des façons de s'exprimer. Et puis le jeu, c'est très important pour le santé mentale et pour le bien-être émotionnel. Parce qu'il y en a des façons juste écouter de la musique triste, c'est très important aussi de chanter des chansons tristes, de chanter plein de choses. Genre, je suis certaine en Italie, sur les balcons, ils ont chanté des chansons tristes et pour exprimer la tristesse par la chanson. Alors, c'est ça, il y a plein de façons. Alors, j'espère que vous allez encourager votre personnel, s'ils ont le temps demain à 3 heures, à 15 heures, pour écouter sur le jeu et comment on peut encourager le jeu dans nos familles. Et sinon, ça va être encore enregistré, alors c'est toujours disponible aux gens. Et puis, dans les autres sessions, je vais parler un peu plus de la frustration, comment aider les jeunes, même nous les adultes, à exprimer une frustration d'une façon où ça ne va pas déranger les autres. Et on va parler un peu plus d'alarme et on va parler de l'attachement et qu'est-ce que nous, les adultes, c'est quoi notre rôle envers les gens qui dépendent de nous. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, vous pourrez peut-être soit les écrire à Annie ou à moi, puis on pourra les transférer à Eva pour voir comment, peut-être qu'il y a un sujet plus spécifique ou une problématique plus spécifique qui demande de parler en individuel et que c'est ce qu'on comprend. Donc, on y est allé
en essayant de couvrir les besoins que l'on croyait qui avaient été qui avaient été mentionnés là, par Annie, puis Bruno aussi qui assiste là, à cette rencontre-là des directions. Donc, vous pourriez les faire parvenir ou à Annie, puis qui communiquera avec Eva. Puis, je pourrais laisser le mot de la fin à Eva et Annie, qui veut bien prendre le mot de la fin. Annie? Donc, je vais y aller rapidement. Bien, premièrement, merci Eva de nous avoir alimentés là, pendant 1 heure. Là, ça nous amène à réfléchir, ça nous amène ailleurs aussi. Tu sais, je suis pas mal certaine, là, tout comme moi, là, que tout le monde a vu des visages, on a tous été à l'affût, on a tous été mis devant un fait à quelque part. Là, donc, je pense qu'on va repartir avec un petit peu plus d'outils dans notre coffre à outils. Puis comme vous avez dit, là, on a autre chose qui s'en vient là, au cours de la semaine et des prochaines semaines. Donc, si vous êtes toujours prêts à y participer, vous êtes les bienvenus. Puis, ça va être grand public aussi, si je ne me trompe pas. Là. Donc, c'est des activités qui vont aussi s'adresser à vos parents, à votre personnel. Donc, n'hésitez pas à faire suivre l'information. Nous, on va vous tenir au courant là, de la manière de vous joindre aux prochaines sessions avec Eva, mais que j'espère qu'on a su au moins aujourd'hui là, amener quelques outils supplémentaires là, pour mettre dans votre coffre à outils. Merci beaucoup, Eva et Valérie, pour le soutien. Ça fait plaisir. Et puis, il faut avoir confiance en nous, des êtres humains, qu'on va vraiment poursuivre. On peut s'adapter à un monde qui change, mais on sera capable vraiment de faire autrement et d'améliorer ce qui se passe chez nous. Merci.